Alors, je vais commencer par une question qui n'est pas forcément facile. Je vais vous demander qu'est-ce qu'un gaz? Ouais, je ne sais pas si tout le monde sait répondre, mais si quelqu'un veut se lancer. Oui? On peut dire ça, oui, c'est une formulation plus élégante, effectivement. Mais alors, de quoi est-il constitué, ce vent? Oui? Oui, effectivement. Alors effectivement, c'est des molécules qui se baladent. Euh, donc, on a dans l'idée que c'est simple ou que c'est compliqué? Oui, les deux. Ah, bah alors, oui, on peut dire ça. C'est un peu l'objet de cette conférence démo là, de justifier que c'est les deux. Voilà. Effectivement, si là je représente un gaz dans une boîte, donc c'est effectivement des petites molécules, les petites qui sont ici en bleu ou en rouge, qui se cognent les unes dans les autres et puis qui se cognent aux parois. Donc il y en a, je ne sais pas combien il y en a là, à vrai dire, vous pouvez faire une évaluation. Il n'y en a pas tant que ça. Dans l'air qui nous entoure, il y en a beaucoup plus. Hein. Donc de ce point de vue-là, si on compte le nombre de molécules qui sont impliquées et si on veut suivre la trajectoire d'une molécule, alors un gaz, c'est très compliqué. Hein. Vous pouvez essayer de suivre la trajectoire d'une molécule. Par exemple, une rouge, c'est pas trop dur, mais ça va quand même assez vite. Bon, évidemment, si ça boucle. Hein. Voilà. Mais de ce point de vue-là, c'est quand même pas mal compliqué. Alors, malgré tout, on sait, en tout cas les gens qui font de la physique hein, savent faire une théorie sur les gaz. Et puis on sait très bien, même d'un point de vue pratique, qu'on peut parler de la température d'un gaz, par exemple, hein, ou d'autres propriétés, mais entre autres de la température. Donc c'est un peu la chose que je voudrais amener aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut parler d'une chose aussi élémentaire, en tout cas familière pour nous, qui est la température, alors qu'on est concerné par quelque chose qui a un comportement finalement très compliqué. Hein, alors la température, ça dépend un petit peu du comportement du gaz et en fait ça dépend de la vitesse de déplacement des molécules. Donc ici on représente deux types de gaz dans deux boîtes différents. Il y en a un qui est plus chaud que l'autre. D'accord. Bon, alors ça je l'affirme. La question c'est comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre ça et puis surtout comment est-ce qu'on peut comprendre que cet objet qui est décrit à l'aide d'un très grand nombre de particules qui ont chacun un comportement très compliqué, comment cet objet on peut le réduire à quelque chose de plus simple. D'accord. Alors ça c'est une question qui est vraiment difficile. C'est pour ça que je pense que cette conférence est assez exigeante. Hein. Réussir à voir quel est le concept clé derrière ça, c'est pas évident, je pense. Donc il y aura des parties qui seront peut-être un petit peu difficiles et assez exigeantes. Et puis il y aura quand même des parties plus ludiques, puisqu'on va quand même utiliser la Switch à des moments donnés. Je vois qu'il y a quand même des publics assez jeunes. J'imagine que c'est surtout ce qu'ils attendent. D'accord. Donc je fais quand même juste un passage par les, disons, pères fondateurs de l'approche statistique de la théorie cinétique des gaz. Bon, là je lâche plein de grands mots. Voilà, donc l'appréhension des gaz en tant que telle via une théorie physique et une approche mathématique suffisamment développée pour pouvoir faire des prédictions, elle est due à Boltzmann et Maxwell. Et donc le maître mot là-dedans, c'est l'approche statistique. Bon, alors les statistiques, bon, je pense qu'on est quand même familier avec ce que c'est que les statistiques, hein, ne serait-ce que pour les sondages. Donc ça va être un petit peu le fil conducteur là. Comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre, ou du moins avoir une idée hein, des concepts clés derrière ce qu'on appelle l'approche statistique à l'étude des gaz. Donc là, il y a trois choses qui sont fondamentales. Et c'est ces trois choses que je vais essayer d'expliquer dans le peu de temps dont on dispose. Donc il y a trois ingrédients. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de probabilité? Donc c'est le premier ingrédient qu'on va étudier. Deuxième ingrédient, la notion de paramètre d'une loi de probabilité. Donc là, on rajoute une couche de difficulté. Et puis il y a le dernier ingrédient final. Qu'est-ce qu'un équilibre en loi? Alors ça, c'est peut-être le plus dur à saisir. C'est aussi ce qui est le plus intéressant, en fait.
Voilà, mais finalement, déjà, comprendre le premier, c'est intéressant en soi, hein, je pense. Donc on peut déjà se focaliser là-dessus. Donc qu'est-ce qu'une loi de probabilité? Alors, se donner une loi de probabilité, c'est la première chose que font les gens qui étudient le hasard. Hein. Donc là, en l'occurrence, ça peut être des gens qui font des maths ou de la physique. Donc si on vous demande d'étudier un phénomène qui relève du hasard, vous allez vous dire, bah, c'est le hasard, hein, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la première chose qu'on fait, c'est de dire, on va fixer une loi de probabilité. Alors, dans les termes, hein, si on fixe une loi de probabilité, c'est qu'on on est en train finalement de poser de force un objet qui va gouverner le hasard. Donc ça simplifie l'étude des choses. D'accord. Alors en fait, c'est ce qu'on fait de manière très intuitive. Hein. Par exemple, si vous jouez à pile ou face, vous allez dire que j'ai une chance sur deux d'obtenir face, une chance sur deux d'obtenir pile. Donc il y a du hasard, mais vous avez quand même donné une information dans le hasard. Vous avez posé le fait qu'il y aura une chance sur deux d'obtenir face quand vous lancez la pièce et une chance sur deux d'obtenir pile. D'accord. Hein, donc là, en l'occurrence, vous n'avez pas dit que vous avez 9 chances sur 10 d'obtenir face et une chance sur 10 d'obtenir pile. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc là, vous avez fixé un peu, vous avez encadré le hasard et la façon dont ça peut fonctionner. Donc c'est la même chose si vous lancez un dé. Hein, quand vous lancez un dé, vous savez bien que vous avez une chance sur 6 d'obtenir un des numéros, une des faces du dé. D'accord. Ça, je pense que c'est assez clair. Hein, à moins que votre... Bon, il y a des dés à plus de 6 faces, ok, mais considérons des dés standards. D'accord. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une loi de probabilité. Dire, bah, j'ai une chance sur 6. Donc certes, il y a du hasard, il y a des choses dont je ne maîtrise pas l'issue, mais il y a quand même des choses que je peux circonscrire. Dire qu'il y aura une chance sur 6 d'obtenir 1 ou 3 ou 6. D'accord. Voilà, donc pour tester un peu les choses, on va faire une première petite expérience, donc pas très compliquée, sur la Switch, si on peut basculer dessus. Ah, il faut qu'elle soit en marche. C'est bon. Voilà, donc je vais avoir besoin d'un ou une volontaire pour commencer. Alors attendez une seconde parce qu'il faut que j'actualise. Voilà, donc je veux bien, parmi le jeune public, si quelqu'un est volontaire. Non? Ah, oui, viens Natacha. Alors, je te donne le contrôleur, là. Et tout ce que tu peux faire, c'est appuyer sur le bouton A. Alors, essaye de voir ce qui se passe. Voilà, et là, tu peux recommencer. Vas-y, essaye. Bon, comme jeu vidéo, il y a plus trépidant, hein, je suis bien d'accord. Mais bon, ce qui nous occupe, c'est les lois de probabilité. Okay. Donc, alors là, on est en train de faire quelque chose qui est un peu la base, hein, quand on parle de probabilité. Vous pouvez même trouver ça un peu barbant. C'est de tirer des boules dans une urne. Donc, c'est ce qu'on fait. Là, on peut tirer soit une boule bleue, soit une boule rouge. Et donc, quand Natacha appuie sur le bouton A, elle fait un tirage. Donc là, tu pourrais essayer. Voilà, donc là, c'est la boule rouge qui est sortie. D'accord. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la loi du hasard qui gouverne le tirage de ces boules. Est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir des boules bleues? Est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir des boules rouges? Voilà. Donc, alors pour ça, comment on peut faire? Je ne sais pas si vous avez une idée pour déterminer la loi du hasard qui gouverne ce tirage dans l'urne. Oui, exactement. Ouais. On va faire beaucoup d'essais. Donc du coup, tu vas être mis à contribution. Alors, il faut faire beaucoup d'essais et il faut voir ce qu'il emporte entre le bleu et le rouge. Donc là, j'ai besoin d'encore 2 volontaires. L'une personne comptant les boules rouges et l'autre personne comptant les boules bleues. Donc, oui, merci. Tu peux venir? Ouais. Et puis, quelqu'un d'autre? Non? Irène, oui. Alors, donc on va dire tu comptes les boules rouges, d'accord? Comment tu t'appelles comment? Andrea? Ok, donc Andrea, tu comptes les boules rouges, et Irène, tu comptes les boules bleues, d'accord? Et Natacha, tu lances. Ok, on y va?
Allez, vas-y. Alors pause pour être sûr qu'on... Il y a combien là? Irène, t'as combien? Ouais, ok, on continue. Alors pause, là on est à combien? 6? 3, ouais. Vas-y, continue Natacha. Alors, continue un peu. Allez, on va s'arrêter là. On est à combien? Oui? 6? Ouais. Bon, alors évidemment, c'est le hasard, hein, donc on ne peut pas non plus prévoir ce qui va se passer. Il y a eu quand même un événement un petit peu rare, il y a eu quand même une belle succession de bleus à un moment donné. Alors, du coup, vous avez tendance à penser qu'il y a peut-être plus de bleus que de rouges qui doivent sortir. En vérité, c'est du 50-50, c'est comme du pile ou face, okay, c'est moitié-moitié. Hein. Mais quand on fait des tests, il faut les prolonger un certain temps. Là, je ne veux pas non plus qu'on passe toute la conférence là-dessus. Voilà, donc la vérité, c'est du 50-50, il y a autant de chances d'avoir une rouge que d'avoir une bleue. Okay. Alors, on va juste compliquer un peu les choses. Alors... Alors là, je te rends. Ah, vas-y, appuie Natacha. Bon, là, je pense que tout le monde devine de quoi il s'agit. Au lieu d'avoir une boule rouge ou une boule bleue dans l'urne, on a une verte, une violette, une orange. Okay. Alors, on va refaire l'expérience assez brièvement, hein, on va peut-être passer moins de temps. Par contre, j'ai besoin d'une troisième personne pour compter, puisqu'il y a 3 boules. Si quelqu'un est volontaire, oui, tu viens? Alors, comment tu t'appelles? Arthur, ok. Donc, on va dire que Arthur, tu comptes les oranges. Okay. Andrea, tu comptes les violets. Et Irène, tu comptes les vertes. Ça vous va? Vous êtes d'accord? Et Natacha, tu lances? Ok, on y va alors. Alors pause pour voir, vous êtes à combien? Oui? Ouais, ok. Voilà, donc si on s'arrête là, vous êtes à combien? Oui? Ok, ouais. Donc là, il faut faire quand même un certain nombre d'essais hein, avant de sentir la loi qui est derrière. Donc on ne va pas non plus continuer trop longtemps. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai voulu être équilibré. Donc c'est du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Okay, ce qui n'apparaît pas forcément parce qu'on a fait un nombre d'essais assez faible. Et si on continuait suffisamment longtemps et vous n'avez pas envie de goûter après tout ça, on verrait que c'est du 1 tiers qui apparaît. Okay. Donc on va s'arrêter là momentanément pour ce jeu d'expérience. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Donc je pense bon, là on a un peu vu ce que peut être une loi de probabilité. Et donc je suis resté sur des exemples, dans tous les cas, assez simples et plutôt équilibrés. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, je vais aborder mon deuxième ingrédient, qui est la notion de paramètres. Donc, sur les 3, j'en viens au deuxième. Donc, par exemple, dans la première expérience, hein, où on tire soit une boule bleue, soit une boule rouge, il me semble que d'après les résultats qu'on a eus, vous pouviez douter que la loi soit vraiment 50-50. Hein. On aurait pu avoir plus de chances d'avoir une bleue qu'une rouge.
D'accord. Alors ça peut se mettre en œuvre, ça peut se modéliser, hein, ça peut s'expliquer par une loi de probabilité, mais il faut introduire ce qu'on appelle un paramètre. Alors c'est typiquement ce qu'on fait quand on considère une pièce biaisée, donc un objet assez théorique, hein, où on affirme qu'on a une certaine probabilité d'avoir pile, et puis la probabilité opposée entre guillemets d'avoir face. Donc pour ça, il faut quand même, là je suis désolé, introduire un symbole mathématique, donc petit p. Hein, donc si j'appelle P la probabilité d'avoir pile, qui peut varier entre 0 et 1, eh bien j'aurai 1 moins P pour la probabilité d'avoir face. D'accord ? Donc ça peut très bien se comprendre. Hein, on pourrait avoir une chance sur 4 d'avoir face, 3 chances sur 4 d'avoir pile, hein, et puis on peut faire varier les choses. Dans ce cas, ce petit P, c'est le paramètre. Donc si je joue sur le paramètre, je joue sur la loi du hasard que je suis en train de mettre en œuvre. D'accord ? Donc je joue en fait sur le niveau de description que je choisis. D'accord ? Donc, autre exemple qui justifie l'illustration, on pourrait très bien décider qu'on veut étudier pour des raisons X et Y la façon dont un conducteur se comporte au volant. Et entre autres, est-ce qu'il utilise plus la pédale de frein ou d'accélérateur ? Donc sans forcément modéliser tout le trafic routier qui l'environne, etc. Donc de manière très simple, on peut utiliser cette loi de hasard en disant que le conducteur aura une certaine probabilité d'appuyer sur la pédale des freins et puis une certaine probabilité d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, disons à intervalles réguliers. Okay, donc ça c'est le modèle de la pièce biaisée. Et puis on comprend que le paramètre peut changer selon le contexte. Hein, par exemple, si vous êtes en descente, vous allez plus utiliser le frein que l'accélérateur. Donc, on prendra une probabilité d'utiliser le frein qui soit proche de 1. On fera varier le paramètre pour s'adapter à la description de l'expérience. Et puis, si on est en montée, là, on a plutôt intérêt à utiliser l'accélérateur, donc moins le frein. Et donc, la probabilité d'appuyer sur la pédale de frein sera plus petite. Et puis, si on est en terrain plat, eh bien, disons, je ne sais pas si c'est vraiment crédible, mais disons que c'est du 50-50. Okay ? Bon, c'est un exemple assez théorique. Voilà, donc on a déjà atteint un certain niveau d'avancée dans la théorie qui va permettre de comprendre ce qu'est un gaz. Alors j'ai encore besoin d'un dernier niveau qui est important. Donc là on a vu comme exemple de loi de probabilité, on a vu ce qui se passe quand on lance une pièce, pile ou face, ce qui se passe quand on lance un dé, et puis il y avait aussi l'exemple de l'urne où on peut choisir 3 boules différentes. D'accord ? Donc je rajoute une couche, j'ai besoin de parler de ce qu'on appelle la loi normale, alors, qui quand même je pense est assez connue, et qui a son importance en théorie des probabilités. Donc la loi normale, c'est une loi de probabilité qui intervient dans la description de nombreux phénomènes. Alors entre autres quand il y a une répétition. Donc, typiquement, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, et puis vous pouvez m'écouter d'une demi-oreille sur ce point-là. En fait, je veux juste citer le fait que ça existe, cette loi normale. Elle dépend de certains paramètres aussi. Voilà, donc par exemple, ça peut intervenir si on fait un lancer de pile ou face répété et qu'on veut évaluer, après un certain nombre de lancers, le nombre de piles qu'on a obtenu. Dans la description du nombre de piles obtenues, la loi normale peut être pertinente. Hein, donc de même, pour reprendre l'exemple de la conduite automobile, si après un long temps de trajet, on veut compter le nombre de fois où la pédale de frein a été actionnée, eh bien la loi normale va être pertinente dans ce contexte. C'est une loi de probabilité que je cite et qui a son importance donc, en mathématiques et puis aussi dans la description d'un bon nombre de phénomènes du monde qui nous entoure. Et donc ça va être le cas, justement, si on revient au gaz, c'est parmi les lois de probabilité que j'ai pu citer ou dont j'ai pu donner l'exemple, c'est la loi normale qui est pertinente. Voilà, et donc je reviens à cette description de gaz ici. Donc, comme je vous l'ai dit, dans un gaz chaud, les molécules se déplacent plus vite. Donc, ici, on peut dire qu'on a une température plus grande qu'à droite, on a une température plus grande qu'à gauche. Alors, il faut juste faire attention parce qu'en fait, on peut parler de la température d'un gaz à l'équilibre.
Voilà, l'équilibre, ça c'est le troisième point sur lequel je veux expliquer les choses. Mais donc ici, si on admet qu'on est à l'équilibre, précisément ce qui se passe, c'est que les molécules ont un comportement qu'on va modéliser par une loi de hasard. En l'occurrence, c'est une loi normale, parmi toutes les lois dont j'ai pu parler. Hein. Et il se trouve qu'elle a un certain paramètre, qui va être la température T. Donc la température, elle se retrouve là, dans le paramètre d'une loi de probabilité qui nous permet de décrire le mouvement des particules de gaz. D'accord ? Alors, donc là, on a quand même vu pas mal de choses. Hein. Donc je rappelle, on a dit que pour décrire le hasard, on utilise des lois de probabilité, qu'on peut attribuer des paramètres à ces lois de probabilité pour faire varier le niveau de description. Okay. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que eh bien justement, j'utilise des probabilités pour décrire le gaz. Alors, pourquoi me direz-vous hein, pourquoi, a priori, faire des probas, ce n'est pas forcément très simple. Donc, pourquoi utiliser des probabilités pour décrire le comportement de ces molécules de gaz ici? Eh bien, en fait, c'est la démarche clé, hein, c'est ce qui permet vraiment de simplifier le problème. Voilà. Alors, pourquoi ça simplifie le problème? Là, ce qu'il y a derrière, c'est le concept d'équilibre. Donc, c'est le troisième ingrédient que je vais essayer d'expliquer maintenant. D'accord. Donc, je répète, ça, c'est quand même quelque chose de pas forcément évident. Donc, on va voir si l'expérience que je vais décrire est parlante ou pas. Je répète, c'est une notion assez délicate à comprendre. Donc, on va essayer donc de nouveau en faisant une démo sur la switch. Donc là, alors j'ai besoin de 2 volontaires. Vous êtes nombreux. On fera tourner, d'accord. Donc je commence par vous deux. Venez, et puis après on changera éventuellement. Alors, tiens, je te donne une télécommande et une télécommande. Alors c'est pareil, c'est un jeu qui n'est pas complètement trépidant, hein, mais vous allez voir ce qui se passe. Donc, alors je sais pas, là, oui, là tu es le personnage de gauche. Alors, tu vois, il y a une balle qui lui est parvenue. Tu peux la renvoyer. Alors, il faut que tu appuies à la fois sur celui-là et sur la flèche là. Donc là, tu vas renvoyer la balle. Alors, il y a un procédé un peu complexe que je vais expliquer par la suite. Voilà. Et là, c'est à toi. Et alors, pour renvoyer la balle, il faut que tu appuies en même temps sur celui-là et sur A. Voilà. Donc là, ça marche. Et donc là, c'est à toi. Ok, donc c'est parti. Voilà, donc comme vous voyez, il y a des choses qui se produisent hein, avant que la balle soit renvoyée. Alors, on va voir, on va faire l'expérience plusieurs fois. Donc, je vous laisse regarder. Donc, juste pour expliquer ce qu'il y a derrière, c'est plutôt la description d'un gaz qui est dans un contenant et qui est chauffé par les parois. Donc, quand on chauffe un gaz dans un contenant, les molécules de gaz vont taper la paroi. Et quand elles tapent la paroi, il se passe des choses. Parce que c'est là qu'elles vont prendre leur chaleur, finalement, et qu'elles vont peut-être augmenter leur température. Donc, j'expliquerai ce qui se passe. Donc là, vous voyez, les bonshommes en haut leurs couleurs correspondent au tirage des urnes qu'on a pu faire dans la première partie de la démo sur Switch. Donc, il y a un premier tirage. Selon que le bonhomme est bleu ou rouge, il ne se passe pas la même chose. Donc, je vous laisse observer. Ça, vous ne laissez pas, ouais. Voilà, donc là, c'est le rouge. Alors, c'est à toi. Là, c'est le rouge aussi. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Donc, c'est bleu ou rouge? Non, j'ai expliqué.
Quelqu'un veut essayer? Ouais. Oui. Oui. Oui, exactement, oui. Donc quand le bleu sort, on renvoie la balle avec la couleur qu'elle avait, on ne change rien, donc juste on la renvoie, la même couleur. Et puis quand le rouge sort, par contre, on tire la couleur au hasard en faisant le deuxième tirage. Là. Donc vous voyez, là c'est l'orange qui est sorti, donc là c'est du orange. Là c'est du bleu, donc on renvoie de la même couleur. D'accord? Alors là ça commence à aller vite. Ouais, alors, il y a un petit moment où on peut faire bugger le jeu, et donc là c'est le cas. Alors attendez, je vais juste ressortir et le re-rentrer. Attends, c'est pas cette télécommande, je vais prendre ta télécommande, 2 secondes. Donc, et alors, attends, j'ai besoin de celle-là. Voilà, là on peut repartir. Alors du coup, on va peut-être changer si ça ne vous embête pas, on va en profiter. D'accord? Parce qu'il y avait des candidats. Alors, oui, Andrea, et puis Irène. Après, il y a peut-être des gens derrière qui veulent essayer pour qu'on tourne un petit peu quand même, non? Non, pour l'instant, non? Ok, alors je te donne la télécommande. Hop, et Irène aussi. Donc, alors Irène, c'est à toi de commencer. Donc, pour renvoyer la balle, il faut que tu appuies à la fois sur celui-là et sur la flèche là, en même temps. Ouais, c'est cette flèche-là, ouais, en même temps. Oui, ça marche. Et toi, de ton côté, pour renvoyer, c'est avec A et celui-là. Voilà, donc là, c'est reparti. Donc, vous voyez, c'est un processus un peu complexe, hein, et on peut se demander pourquoi compliquer les choses de cette manière. Alors, c'est pas vraiment par amour de la complication, mais ce que je veux mettre en évidence, c'est que dans les modifications qui s'opèrent là dans la couleur de la balle, il y a quelque chose qui est stable en fait. Hein. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Et ce qui ne bouge pas, c'est ce que j'appelle une loi équilibre ou une loi invariante. Donc c'est le troisième ingrédient là. Hein. C'est ce qui est un peu voilà, important ou du moins fondamental dans cette histoire. Et donc ce que j'appelle une loi invariante, c'est une loi de probabilité qui ne bouge pas au cours du temps. D'accord ? Alors de fait, c'est ce qui se passe là. Donc vous voyez, là on a bleu, on renvoie la balle. Alors on va voir si c'est rouge qui sort. Alors, évidemment, ça va être bleu tout le temps. Voilà, c'est rouge là. Donc là, on tire la couleur de la balle, c'est du orange. Donc il y avait combien de chances d'avoir une balle orange là par rapport à... Oui ? Oui, une chance sur 3. Ouais. Donc on a une chance sur 3 d'avoir une balle orange. Là, on tire une violette. Il y a combien de chances d'avoir une balle violette? Oui ? Une chance sur 3, oui. Voilà. Donc ça, c'est quand on tire le bonhomme rouge. Maintenant, si on tire le bonhomme bleu, là, j'ai une balle violette. Alors, arrêtez-vous 2 secondes. J'avais combien de chances d'avoir une balle violette, là? Oui? Hein? Oui, alors il faut revenir alors effectivement, là, quand on sait qu'on a une balle violette, je suis d'accord, on a une chance sur 1. Mais comme on n'a fait que récupérer la couleur qu'on avait auparavant, il faut revenir au tirage initial, qu'on avait les 3 bonshommes là. Donc ce que j'affirme, c'est qu'on a une chance sur 3 en fait d'avoir une balle violette. Mais il faut revenir évidemment au moment où on a décidé de sa couleur, d'accord, sous cette condition. Hein, donc ce que je veux dire, c'est que si je ne connais pas l'histoire de cette balle, là, je peux quand même affirmer que de fait, elle a une chance sur 3 d'être violette. Alors on peut continuer. Voilà, donc là c'est du bleu, donc on la renvoie, mais il n'empêche qu'elle a toujours une chance sur 3 d'être violette en fait, cette balle. Hein. Voilà, là de même. Voilà, on continue en bleu, oui. Ah, vous êtes vexant, hein? Non, vous ne me donnerez pas du rouge. Ah, quand même, voilà. Donc là, on retire de nouveau. Donc on a une chance sur 3 d'avoir une balle orange. Bon, très bien. Mais finalement, quoi qu'il se passe, vous voyez, la couleur de la balle, avec une chance sur 3, ça va être vert, violet ou orange. Hein, et quelles que soient les manipulations qu'on peut faire subir à cette balle, ça ne bougera pas.
hein, ce sera toujours vert, violet ou orange. Okay. Alors, juste au début, je ne sais pas si vous avez vu, on est parti d'une balle noire. Hein, donc là, vous pouvez imaginer qu'il y a n'importe quoi derrière, en fait. Hein, d'accord. Et ce qui se passe, c'est que dès que le rouge apparaît et qu'on tire avec les 3 bonshommes vert, violet, orange, eh bien, on a une chance sur 3 d'avoir cette couleur. Et après, c'est irréversible. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que ça s'est produit, on est à l'équilibre, entre guillemets. C'est-à-dire que la loi de probabilité qui régit le hasard, qui donne la couleur de la boule, elle ne bouge plus. Donc il y a des choses qui bougent. Hein. Dès qu'on opère dessus, là, on peut changer la couleur. Mais la loi de probabilité qui est derrière, c'est l'objet qui ne bouge plus. Donc l'équilibre, c'est ça. Voilà. Et donc, si on revient à des gaz, alors, du coup, on va peut-être interrompre. Je vais revenir à l'exposé. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc si on revient aux 3 ingrédients dont j'avais parlé, hein, donc il y a le premier qui est la loi de probabilité, le deuxième qui est la notion de paramètre d'une loi de probabilité, et là on a abordé la question du troisième que j'appelle loi invariante ou équilibre en loi. Alors pour les gaz, ça va être la même chose, mais alors c'est un peu plus délicat. Alors ce qu'il faut admettre, c'est que en somme, la loi normale est ainsi faite qu'elle a pas mal de particularités. Et donc dans une pièce où les molécules sont à la même température, on peut se représenter le gaz de la manière suivante. On dit simplement qu'une molécule elle tire sa vitesse au hasard selon une loi normale et un certain paramètre qui est justement ce qu'on appelle la température. D'accord. Et malgré le comportement très compliqué du gaz, puisque les molécules vont se choquer et puis elles vont aussi entrer en collision avec les parois du contenant. Donc ici, dans cette salle, l'air va entrer en collision avec les parois, avec nous, avec le matériel. Les molécules vont connaître des collisions entre elles-mêmes. Donc il y a plein de choses compliquées qui se passent, comme dans le jeu, là, à chaque étape, quand on se renvoie la balle, il y a des choses compliquées qui se passent. Mais ce qui ne varie pas, c'est le fait que à chaque instant, ce qui se passe, c'est que une molécule a tiré sa vitesse au hasard selon une loi dont le paramètre est fixe. Donc, ce qui permet finalement d'avoir quelque chose d'uniforme à notre échelle à nous. C'est ça, c'est le fait d'avoir donné un paramètre à une probabilité qui est fixe. Donc c'est ce qu'on appelle la loi invariante. Voilà. Donc je voulais parler de cette chose-là qui intervient dans pas mal de problèmes de mathématiques et qui permet aussi de faire le passage d'une description qu'on appelle microscopique du monde. Donc on dit qu'un gaz, c'est un ensemble de petites molécules ou d'atomes, à ce qu'on appelle une description macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, à nous. D'accord. Donc on peut, dans une pièce, parler de la température d'une pièce en dépit du comportement très compliqué de toutes les molécules d'air qui composent l'air de la pièce. Voilà. Et pour finir, donc je voudrais juste expliquer que cette démarche scientifique, elle est assez fructueuse et elle peut s'appliquer dans d'autres contextes. Donc, par exemple, dans l'étude des mouvements collectifs dans la nature. Donc là, j'ai donné une photo d'un ensemble d'oiseaux. Voilà, donc de même, vous pouvez considérer qu'on fait un parallèle, un oiseau égale une molécule de gaz, et là, il y a quand même beaucoup des oiseaux. Alors dans ce cas, on a un comportement qui est très compliqué, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt le comportement global. Donc, par exemple, c'est très beau en général de voir comment se déforme cet ensemble d'oiseaux. Et puis, on peut essayer de donner d'autres caractéristiques de cet ensemble d'oiseaux. Et donc là, on va effectuer une démarche qui est un peu la même. On va faire appel aux lois de probabilité et essayer de fixer les choses. Donc en rajoutant une couche proba qui peut être considérée un peu compliquée, mais qui se simplifie à partir du moment où on peut réduire la description à celle de quelques paramètres uniquement. Donc là, c'est quand même plus compliqué, évidemment, pour des êtres vivants que des molécules de gaz, parce que les êtres vivants ont aussi quand même un comportement moins passif qu'une molécule de gaz. A priori, une molécule de gaz, on la décrit comme allant en ligne droite entre deux collisions, alors qu'un être vivant a son propre arbitre et peut modifier sa trajectoire en cours de route. Mais la démarche reste la même. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Merci beaucoup. On peut l'applaudir.